Bonjour à tous, bienvenue pour cette huitième édition des Grands Noms du Droit. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Étienne Marie Portalis, né en 1746 et mort en 1807. Et je vais vous entretenir de son discours préliminaire de présentation du projet de code civil élaboré par la commission du gouvernement, de ses écrits et discours juridiques et politiques, et de ses discours et rapports sur le code civil. Alors on le sait, le nom de Portalis est lié de manière indéfectible à la rédaction du code civil des Français en 1804. Il est un fils de professeur de droit canon à l'université d'Aix où il a fait ses études, et il devient avocat à 19 ans en 1765. Il acquiert à la fin de l'Ancien Régime finalement une solide réputation au barreau, notamment comme adversaire de Mirabeau et de Beaumarchais. C'est un catholique fervent, mais aussi un esprit éclairé. Il consacre ainsi un opuscule à l'Émile de Rousseau, devient franc-maçon en 1768 et choisi comme consul par Choiseul en 1770 sur la validité des mariages protestants. Il est aussi un grand praticien du droit administratif comme procureur du Pays de Provence de 1779 à 1781. Après s'être caché et avoir été plusieurs mois emprisonné sous la Terreur, Portalis est élu au Conseil des Anciens de 1795 à 1797 et frappé comme royaliste constitutionnel par le coup d'État du 18 Fructidor en 5. Il est donc contraint de s'enfuir pour échapper à la déportation et il se réfugie dans le château de ses amis dans le Holstein. Et c'est au cours de cet exil, en contact avec les milieux piétistes allemands, qu'il rédige son essai de l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le XVIIIe siècle, publié après sa mort en 1820. Il est autorisé à revenir en France par Bonaparte et rapidement nommé commissaire du gouvernement auprès du Conseil des prises. En août 1800, il est désigné avec Tronchet, Bigot de Préameneu et Malville pour faire partie de la commission gouvernementale chargée de rédiger un projet de code civil. Il entre ensuite au Conseil d'État, défend plusieurs parties essentielles de la codification devant l'Assemblée, tout en jouant un rôle important dans la négociation du Concordat en tant que directeur des cultes. Sénateur, il soutient l'accession de Bonaparte à la dignité impériale et mort en 1807. Il enrichit ses connaissances juridiques et son expérience d'avocat par de nombreuses lectures. C'est en effet un admirateur de Montesquieu. Il est aussi bien attiré qu'indigné d'ailleurs par Rousseau, et il s'intéresse aussi à Pufendorf, à Adam Smith, Ferguson, et peut-être même un peu à Kant, sans l'approuver ni d'ailleurs vraiment totalement le saisir. C'est un royaliste de cœur, mais rallié à Bonaparte par son refus des commotions révolutionnaires, ce qui n'empêche pas d'avoir des affinités intellectuelles avec les émigrés et les courants anti-lumière. Il défend le particularisme juridique à toutes les époques, avant comme après la Révolution, et finalement s'oppose donc à l'unification du droit français. Il devient, ceci dit, la tête pensante de la codification royale. Son discours préliminaire est d'abord un exposé de la méthode et des motifs des rédacteurs du projet de l'an 9, une œuvre de propagande à travers laquelle Portalis a présenté une histoire officielle de la codification, reprise et détaillée dans le discours de présentation du Code, qu'il rédige quelques mois plus tard pour le corps législatif en novembre 1901. Il y rappelle l'incompatibilité de l'idée d'unification du droit civil avec la structure de l'Ancien Régime, une société de sociétés au pluriel, où les privilèges constituaient finalement autant de barrières. Et selon lui, la Révolution est une rupture, une conquête. Elle fait entrevoir l'uniformité en détruisant toutes les institutions anciennes, mais la rend impossible par des lois hostiles, partiales et, dit-il, éversives. Sous l'effet de l'esprit révolutionnaire, tout devient public, écrit-il, dans une formule qui nous donne à voir ce que pourra par la suite écrire Lénine. Curieux rapprochement. Le consulat apporte, dit-il, le repos, la France respire, et le contexte est alors favorable à la rédaction d'un code civil. Pour lui, cette histoire de 10 ans, plus riche en bouleversements que plusieurs siècles, est la preuve de l'impossibilité de la tabula rasa en matière juridique. Selon les prescriptions de Montesquieu, le législateur ne peut s'extraire de l'esprit des siècles et doit donc se montrer sobre de nouveautés. Les lois, dit-il, ne sont pas des actes de puissance, la formule est connue, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Il se fait en cela l'héritier d'une tradition juste naturaliste, voyant la source de toutes les lois positives dans un droit universel et immuable, fondé sur la raison. Non seulement donc le législateur exerce un sacerdoce au service de la justice, mais il ne peut en danger renoncer à l'expérience du passé. Et pour adapter les lois au caractère et aux habitudes du peuple pour lesquelles elles sont faites, il faut donc tenir compte de la tradition. S'agissant de la France, il ne faut pas négliger le droit romain que seuls les ignorants censurent et les coutumes, fruits de la sagesse de nos pères, dit-il. Donc en faisant le tri entre les abus et les institutions nécessaires de l'ancien droit,
le codificateur opère une transaction entre le droit écrit et les coutumes, car il est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire, dira-t-il. Ici donc, Portalis semble annoncer les positions de l'école historique de la Genèse coutumière, du droit issu de l'esprit des peuples. Il considère que le Code civil est sous la tutelle des lois politiques. Il n'est donc pas question de revenir à l'Ancien Régime, mais il faut conserver les lois de la République, distinguer des lois proprement révolutionnaires, qui ont mis fin à des institutions usées et défectueuses. Portalis est opposé au retour des privilèges et considère que dans certains cas, la plus funeste, dit-il, de toutes les innovations serait de ne pas innover, parce que tout ce qui est ancien a été nouveau. Le législateur fait acte de volonté pour changer le droit, en vertu de son pouvoir souverain, et en prenant parfois ses distances avec la morale. Portalis reprend ainsi au droit romain l'idée que le licite ne se confond pas avec l'honnête. Un même souci d'équilibre inspire d'ailleurs Portalis quand il envisage dans un long passage du discours préliminaire les rapports entre la loi et le juge. Il affirme que la loi ne peut pas tout prévoir. La complétude du code, contrairement à ce qui a été écrit par la suite, n'est pas un objectif, et pas un objectif plus réaliste que son accessibilité à toutes les classes de la société. Il envisage l'office de la loi comme un ensemble de directives générales qui laissent une foule de choses à l'empire de l'usage, dit-il, à la discussion des hommes instruits, à l'arbitraire des juges. Sous la surveillance du législateur, il faut donc des juristes, notamment des avocats, qui forment le séminaire de la magistrature, et une jurisprudence qui, sous la forme de recueils et de traités, complète les lois en se nourrissant de l'esprit des siècles. En novembre 1801, il va même jusqu'à affirmer qu'il y avait des juges avant qu'il y eut des lois. La justice est définie dans la tradition des légistes de l'Ancien Régime comme la première dette de la souveraineté, et finalement le juge est à la fois le ministre de la loi et l'arbitre des différends. Il faut cependant distinguer entre les matières criminelles et les matières civiles. Dans les premières, les matières criminelles, il faut des lois précises et non rétroactives. Il n'y a pas de place pour une jurisprudence, et Portalis n'est pas ici très éloigné de Beccaria. En revanche, le juge est obligé de trancher les litiges civils, il doit donc suppléer aux lacunes et aux obscurités de la loi. Portalis constate l'échec de la procédure du référé législatif sous la Révolution, et sans s'appesantir sur l'action du tribunal de cassation, il défend le recours à l'équité et à l'interprétation par voie de doctrine, par opposition à celle par voie d'autorité, sous la forme prohibée des arrêts de règlement pour dégager finalement le vrai sens des lois. La célèbre phrase « Les codes des peuples se font avec le temps, mais à proprement parler, on ne les fait pas », arrive en conclusion de cette étude de jurisprudence. Il a repris aussi à l'Émile de Rousseau l'expression de petite patrie pour désigner la famille, et il a toujours montré l'importance qu'il accordait au mariage. Juste naturaliste et gallican, il considère le mariage en soi comme un acte naturel qui a fixé l'attention des législateurs et que la religion a sanctifié. La raison et l'amour prennent le relais de l'attirance physique pour établir ce contrat perpétuel par sa destination. Comme héritier de la tradition de Gallicane, défenseur sous l'Ancien Régime de la validité des unions entre protestants, il n'éprouve pas de peine à assumer la laïcisation de l'état civil réalisée par la Révolution. Il a été possible alors de séculariser la législation, dit-il. Mais il est hostile à la loi de 1792 sur le divorce et cherche donc à protéger la vocation du lien matrimonial, à durer jusqu'à la mort de l'un des deux époux. Le divorce est pour lui une question purement civile, dans l'ordre du mérite et de la liberté. Et en dépit de tous ces inconvénients, il existe un argument décisif pour l'admettre, c'est la liberté des cultes, la diversité des religions présentes en France, dont certaines autorisent le divorce. Le divorce doit être restreint à des causes précises, des infractions manifestes du contrat, et placé sous le contrôle des tribunaux pour être seulement un remède externe. Pour lui, chaque famille est une société particulière qui doit être gouvernée par un magistrat. Le mari, à qui la femme doit obéissance, administre tout, surveille tout, et le père a une sorte d'esprit de propriété sur ses enfants, tandis que les passions sont indiquées par les liens du mariage. L'intérêt qui guide les hommes est mis à profit par le législateur pour sanctionner l'autorité paternelle. Portalis justifie l'usage de la quotité disponible par le testateur pour récompenser et punir ses enfants en fonction de leur soumission. Dans le droit civil, dit-il, tout se réduit au particulier. Et s'agit-il du droit, il ajoute, l'individu n'est rien, la société est tout. S'agit-il des faits, chaque individu est la société tout entière. Sur la propriété et les contrats, il balance de même entre les droits individuels et les prérogatives de l'État. Il s'attache à défendre le caractère naturel du droit de propriété, inhérent à la constitution même de notre ère. Il considère qu'il faut des lois pour diriger les actions relatives à l'usage des biens, et il reconnaît la loi comme arbitre suprême de la révolution des successions. Il s'oppose aux juristes qui cherchent à placer les conventions au-dessus de l'ordre public et de la volonté générale, comme si les particuliers vivaient dans l'état de nature. Une forme de prélibéralisme n'est pourtant pas absente du discours préliminaire. Il écrit que les hommes, je le cite, doivent pouvoir traiter librement sur tout ce qui les intéresse, et qu'on gouverne mal
quand on gouverne trop. Fin de citation. Ce discours préliminaire s'achève logiquement dans le rappel du lien qui unit le droit civil censé protéger les individus avec la société et l'État. Le droit de succéder est un droit social, entièrement réglé par la loi politique ou civile, et il faut, dit-il, propager l'esprit de famille qui est si favorable, quoi qu'on en dise, à l'esprit de cité. Ce discours préliminaire a été interprété comme un résumé de toutes les qualités attribuées sans preuve au Code civil, la sagesse conférée à une loi civile qui aurait absorbé le droit naturel, le prétendu individualisme libéral et spiritualiste que Portalis aurait insufflé au texte de 1804. Tout ce qui sous-tend le Code n'est pas dans la pensée de Portalis, elle-même portait à se concilier avec des thèses autoritaires, pessimistes, voire matérialistes. Plus complexe donc qu'on ne le croyait, sans doute moins forte dans le fond que dans la forme, la pensée de Portalis est susceptible, par certains aspects, d'apparaître plus actuelle, notamment dans son analyse des rapports entre le juge et une loi étatique qui voulait modeste, alors même qu'il élevait un monument à la gloire du Code civil. Je ne peux donc que vous inviter à relire, si ce n'est la totalité, au moins les extraits de son œuvre. Bonne lecture, bon courage, au revoir.